Salut tout le monde et bienvenue dans cette session de révision intensive. On est en L2 d'éco-gestion, l'examen final approche et l'objectif d'aujourd'hui est super clair. On va décortiquer le chapitre 2 sur les outils de gestion de la RSE. Le but, c'est de vous donner toutes les clés pour comprendre ces concepts et surtout pour éviter les fameux pièges du QCM. C'est parti pour maîtriser ces outils qui servent à évaluer, structurer et contrôler la responsabilité sociétale des entreprises. Allez, on jette un œil rapide au programme. On part du contexte général, on passe par les 3 formes de régulation, on fait un arrêt obligatoire sur le greenwashing, puis on retrace l'évolution du reporting pour finir en beauté avec la double matérialité. Première partie, le contexte de ces outils RSE. Bon, il faut bien se mettre un truc en tête. Aujourd'hui, absolument toutes les entreprises sont concernées par la RSE. Mais les attentes ne sont pas du tout les mêmes selon la structure. On ne demande pas la même chose à une petite boîte locale qu'à une énorme multinationale. Et le contexte géopolitique joue à fond. Les exigences varient énormément selon qu'on se trouve dans un pays riche et très régulé ou dans un pays en développement avec beaucoup moins de contrôle. Face à la pression du public qui réclame des comptes, on a créé ces outils pour 2 raisons. Construire un savoir commun et accompagner concrètement les pratiques. Et là, attention, gros piège de QCM en vue. Il faut absolument différencier 3 concepts. Un standard, c'est juste une solution ou caractéristique technique précise, comme une bouteille de vin de 75 centilitres. Une norme, c'est un cahier des charges officiel, comme l'agriculture biologique. Et le label, c'est la preuve visible qu'on respecte cette norme, comme le fameux petit logo AB. Retenez bien ça, une norme n'est pas forcément obligatoire et un label n'est surtout pas une norme. Deuxième grande partie, les 3 formes de régulation. On commence direct avec l'erreur classique. Si au QCM, on vous demande si régulation et réglementation, c'est la même chose, c'est faux. La réglementation, ce sont les lois strictes imposées par l'État. La régulation, c'est un concept beaucoup plus large. Ça inclut les lois, oui, mais aussi les initiatives volontaires ou la pression des ONG. À ne pas confondre. Décortiquons tout ça. D'un côté, on a l'autorégulation. L'entreprise crée ses propres règles, comme une charte éthique interne. C'est super parce que c'est sur mesure, mais le gros point noir, c'est le risque énorme de biais et de greenwashing vu qu'elle s'évalue toute seule. En face, on a la régulation imposée. Là, ça vient de l'extérieur, l'État, un juge. L'avantage, il n'y a pas de lobbying de l'entreprise derrière. Le souci, c'est que c'est souvent vu comme une grosse contrainte et que certains acteurs vont tout faire pour la contourner. Et puis, on a la troisième voie, la régulation coopérative. C'est le compromis où on met tout le monde autour de la table. États, entreprises, ONG, experts. L'exemple parfait pour l'examen, c'est la norme ISO 26000 publiée en 2010. Construite avec 99 pays, c'est un guide avec 7 principes fondamentaux, comme l'éthique ou la transparence, et 7 questions centrales. Ça a une belle légitimité. Mais le piège à retenir, c'est que c'est volontaire et non certifiable. Du coup, ça donne parfois un consensus un peu mou qui ne dit pas toujours comment appliquer concrètement les choses sur le terrain. Troisième partie, le fameux piège du greenwashing. Ce manque de cadre strict, surtout dans l'autorégulation, mène souvent à ce qu'on appelle l'éco-blanchissement. Regardez cette image, c'est un vrai cas d'école. En l'an 2000, BP change de logo, adopte un magnifique tournesol vert et lance le slogan Beyond Petroleum, au-delà du pétrole. Le coup marketing est magistral, mais dans les faits, l'entreprise restait massivement ancrée dans l'extraction des énergies fossiles. C'est l'illusion parfaite de l'action. Et parfois, ce n'est pas juste du marketing, c'est du contournement pur et simple. Gardez en tête l'UEFA qui prônait l'écologie tout en étant financé par le géant gazier Gazprom, ou le classique absolu, le scandale du Dieselgate de Volkswagen en 2015. Là, on a carrément installé des logiciels pour truquer les tests de pollution des voitures. Bref, contourner les règles, ça existe. Quatrième point au programme, l'essentiel du reporting. Pour lutter contre ces dérives, il faut rendre des comptes via le reporting. Et là, bim, nouveau piège pour le QCM. Il faut absolument séparer RSE et ESG. La RSE, c'est l'interne, c'est la stratégie opérationnelle de l'entreprise pour intégrer le social et l'environnement. Le ESG, c'est l'externe. Ce sont les indicateurs qu'utilisent les investisseurs et la finance pour évaluer cette fameuse performance durable. RSE égale la pratique interne, ESG égale la notation externe. Au niveau de la loi, l'étau se resserre d'année en année. On est passé de la bonne volonté à des obligations très strictes. En France, on a commencé avec la loi NRE en 2001, puis les lois Grenelle, la DPEF en 2017, et la grande révolution qui arrive en 2025, c'est la directive européenne CSRD. L'objectif, c'est d'harmoniser tout ça en Europe pour exiger un véritable état de durabilité comparable et fiable.
Et pour le QCM, voici les chiffres magiques de la CSRD qu'il faut connaître par cœur. Une entreprise est obligée de faire ce reporting si elle coche au moins 2 de ces 3 cases. Avoir plus de 250 salariés, générer un chiffre d'affaires de plus de 50 millions d'euros ou avoir un total de bilan de plus de 25 millions d'euros. Gardez bien ces seuils en tête. Dernière partie, et pas des moindres, la double matérialité. C'est la vraie révolution de ce nouveau cadre européen. La double matérialité, c'est le fait d'analyser le problème dans les deux sens. D'un côté, on a la matérialité d'impact, comment l'entreprise pollue ou impacte la société, mais on ajoute la matérialité financière, comment le changement climatique impacte la rentabilité de l'entreprise. Par exemple, si une usine manque d'eau à cause d'une sécheresse, ça plombe sa production et ses finances. C'est ça, la double matérialité. Pourquoi c'est aussi crucial? Parce que cette analyse sert de boussole de pertinence. Si on ne fait pas ça, le reporting RSE de l'entreprise devient juste un gros catalogue de bonnes intentions futiles, dénué de tout impact réel, conçu uniquement pour soigner l'image de la marque. Et c'est exactement la philosophie du dispositif AA1000. D'ailleurs, retenez bien la différence avec l'ISO 26000. La AA1000 est centrée sur le reporting, très impliquée avec les parties prenantes et surtout, elle peut être auditée. Imaginez une usine textile. Sans matérialité, elle se vanterait de recycler ses cintres en plastique au siège, un enjeu minuscule. Mais avec la AA1000, elle est obligée d'affronter son vrai sujet critique, la pollution des rivières par ses teintures. Pareil pour une marque de cosmétiques qui, après avoir écouté des ONG, s'engagerait à réduire ses emballages plastiques de 50%. En clair, l'analyse de matérialité, c'est l'arme anti-greenwashing. On arrive à la fin de notre décryptage. La question fondamentale qu'on peut se poser maintenant, c'est est-ce que tous ces outils de gestion et ces normes ultra exigeantes comme la CSRD vont enfin transformer les belles paroles en actes concrets et mesurables, ou est-ce qu'on est juste en train de créer une montagne de paperasse encore plus complexe? C'est une vraie réflexion à garder en tête. En tout cas, on a fait le tour des concepts clés et des pièges à éviter. Un immense courage pour vos révisions et on croise les doigts pour le QCM.